Bonjour. La chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de tyrannides, parlons de chasse en groupe, de communisme. Get in. Aujourd'hui, on va parler de micro-organismes qui chassent en essaim, qui sécrètent de l'acide, qui assimilent de la biomasse, bref, on va parler de myxobactères, des micro-organismes que certains considèrent comme une meute de loups. Alors pour moi, ça... c'est pas un loup, j'ai vérifié. Des lapins? Un lapin adulte alors. Enfin moi, ce que je vois surtout, c'est des tyrannides de Warhammer. Faut croire que tous les chercheurs ne sont pas des gros nerds qui n'ont que ça à foutre de leur temps. Je sais pas, n'empêche que ça me fait pas penser à un loup. Décrit comme l'équivalent bactérien d'une meute de loups, Myxobacter a ça de très original qu'elle chasse en meute. Il se déplace en troupeau. Elle va se déplacer en essaim en sécrétant des enzymes qui vont lui servir à digérer ses proies, mais également à guider ses petits copains. Mais c'est quand il manque de nourriture que leur comportement devient encore plus intéressant. Dans ce cas-là, elle va adopter un mode de vie pluricellulaire, en formant des corps fruitiers, où les cellules vont s'agglutiner, former des fructifications, et se sacrifier pour le bien supérieur de la colonie. Oui, les micro-organismes peuvent également être communistes. Myxococcus xanthus est une bactérie gram-négative. Comme moi. Et qui a la particularité de chasser en meute. Voilà, on va dire ça très clairement, ces micro-organismes chassent en groupe, ils se coordonnent. Et ce sont de terribles prédateurs, bien qu'ils puissent aussi se nourrir d'autre chose que de leurs infortunés congénères. Ce sont donc des prédateurs facultatifs, qui sont décrits comme une meute de loups. J'ai rarement vu des loups cracher de l'acide, donc je vais les comparer à des aliens, parce que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Ou alors c'est des loups qui sont très contents. C'est parce que quand je suis content, je vomis. Après, si vous avez d'autres idées de bêtes horribles à comparer dans les commentaires, moi je suis preneur, mettez-les. Je suis sûr que je peux faire un épisode en comparant ça à une bactérie. Ces prédateurs ont un mode de vie dit épibiotique, un peu comme Vampirococcus que l'on a vu juste avant, c'est-à-dire qu'ils restent à l'extérieur de leur proie. Ils sont également dits ubiquitaires, c'est-à-dire qu'on les trouve absolument partout. Et ils vont se déplacer en groupe en sécrétant tout un tas d'enzymes qui vont donc digérer leur proie, et guider le reste de la colonie, et ainsi la synchroniser. C'est-à-dire que tout le monde va au même endroit, au même rythme, et ça moufte pas beaucoup. Myxococcus n'est pas un prédateur obligatoire, je l'ai dit juste un peu plus tôt. Elle peut grandir de manière saprophyte, c'est-à-dire qu'elle va manger les déchets biologiques qui vont rester disponibles dans la nature. Ce sont donc des mange-merdes. Cependant, Myxococcus manque des voies métaboliques pour synthétiser différents acides aminés. Oh merde! Oh, c'est con ça! Tels que la valine, la leucine et l'isoleucine. Pas de problème, puisque ça, elle peut la récupérer à droite à gauche, que ce soit justement en mangeant les détritus ou en mangeant leur proie. Qui passe un très mauvais quart d'heure. Contrairement à Bdellovibrio et à Vampirococcus, qu'on a vu avant justement, Myxococcus, elle n'est pas très difficile, elle mange de tout. Mais quand je dis de tout, ça veut dire qu'elle s'attaque à des bactéries, des levures, un peu plus gros, même voire à des champignons, ce qui est carrément plus gros. On parle quand même de trucs qui sont visibles à l'œil nu, boulotés par des trucs qui ne sont pas visibles du tout à l'œil nu. On a donc un micro-organisme qui s'attaque à quelque chose de 10 à 100 fois plus gros que lui. La petite bête mange la grosse, complètement. Vous vous en doutez si vous suivez un peu les épisodes d'avant, mais quand on a vu ce micro-organisme qui boulotait des bactéries, on s'est dit que ce serait sympa de l'utiliser pour boulotter nos pathogènes, tels que les pseudomonas ou des staphylocoques. S'en servir un peu comme antibiotique, mais sans le côté antibiorésistance. S'en sert également pour traiter les pathogènes de plantes. Un micro-organisme qui est donc relativement bien étudié. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Beaucoup de choses à dire. Pendant la prédation, il se passe énormément de choses, puisque les proies sont donc reconnues, elles sont traquées, elles sont lisées et elles sont boulottées. Parce que, en vrai, Myxococcus ne va pas bouffer ses petits copains Myxococcus. Elle va boulotter la proie. La prédation est donc quelque chose de très complexe, de très régulé, et vous allez voir que... plein de choses à dire. Plein de choses. Vous vous en doutez, si Myxococcus traque, c'est-à-dire qu'elle va utiliser un mécanisme appelé le chimiotactisme. Elle va donc chercher ses proies et les bouffer, les détruire, et en assimiler les nutriments. Ou elle va juste se contenter de chercher les nutriments à droite à gauche. Et oui, vous inquiétez pas, le chimiotactisme, on va en parler un jour. Mais pour le moment, on va se contenter juste de savoir que ça permet de flairer une piste. Une autre des facultés de Myxococcus, c'est que c'est une bactérie
Oui, mais une bactérie qui peut vivre en état de multicellularité. Mais cette multicellularité, elle est facultative, contrairement à nous où la multicellularité, elle est obligatoire. Si vos cellules se détachent, ça va pas être très joli. En plus de ça, Myxococcus a un cycle de vie très particulier. En cas de famine ou de manque de nutriments, elle va former ce qu'on appelle les corps fruitiers. Les corps fruitiers qui vont être des grosses structures de près de 100 000 cellules, où toutes ces bactéries vont se regrouper pour former cette espèce d'énormes organes issus d'un mécanisme qui provient des différents signaux intracellulaires. De plus, la mobilité de Myxococcus est codée par deux signaux, le système A pour aventureux, lorsque la cellule va s'aventurer par elle-même, et le système S pour social, pour coordonner sa nage avec d'autres myxobactéries. Former donc un essaim. Ce qui est intéressant, c'est que le signal A n'est pas une homocéryle ou une AHL, mais un système complexe d'enzymes et de peptides. Et vous pourriez vous en foutre. Et vous auriez raison. Sauf que non, parce que les HAL sont des molécules qui sont utilisées pour le quorum sensing des grammes négatifs. Quorum sensing dont on va parler très prochainement. Mais retenez que si vous n'avez pas vu les épisodes d'avant, le quorum sensing c'est la communication entre cellules. Bref, retenez que le quorum sensing chez Myxobacter, c'est pas la même chose que chez les autres bactéries. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Et ce qui démarque Myxobacter, c'est ce caractère social de cette bactérie. Oui, une bactérie sociale. Elle va sur Facebook, elle va sur Twitter, elle s'abonne à la chaîne, elle met un j'aime, elle commente pour dire que c'est vachement bien qu'il y ait un épisode sur elle. Mais elle ne sait pas qu'il y en a encore 3 autres qui arrivent. Vous devriez faire la même chose. Et donc oui, ce micro-organisme, qui est très social, a un mode de vie axé sur la coopération. Sauf quand elles check, elles se disent bonjour, elles prennent des nouvelles, elles s'appellent... Sale petit enfant de putain. Super sympa. Notamment, elles discutent beaucoup lors de la formation de ces fameux corps fruitiers. Alors oui, je sais, je développe plein de choses pour le moment, sans vraiment rentrer dans les détails, mais vous allez voir qu'on va le faire petit à petit. Le corps fruitier est une structure complexe, formée de cellules et également de spores, avec des sous-populations qui vont se répartir le boulot. Par exemple, on aura une première partie, une première couche de bactéries, qui va être une couche unicellulaire et qui vont être actives et qui vont fournir le gros du boulot et permettre le développement de ce corps fruitier. Et tout autour, on aura une couche de cellules qui n'auront pour but que de mourir, de se sacrifier pour apporter leurs nutriments au reste de ce corps fruitier, qui va se permettre donc de grossir et de former plus de spores. Et lorsque la bouffe va revenir à un niveau acceptable, ces corps fruitiers vont justement libérer ces spores qui vont se développer et donner naissance à une nouvelle colonie de myxobactéries. Non mais c'est à se coincer les parties dans une porte, non? En plus d'être physiquement en communication, Myxococcus échange par l'intermédiaire de vésicules et de tubules qui lui permettent de transmettre différents messagers par contact direct ou un peu indirect. Sans voir les petites boules comme ça, les petites vésicules. Le but, en plus de la communication, c'est également d'élargir la surface de travail où les myxobactéries vont justement se développer. Ça va également augmenter la surface d'échange pour plus d'échanges et de communication avec l'environnement, mais avec les autres membres de la colonie. Notamment les vésicules, dont le rôle va être de libérer des enzymes dans le milieu à relativement courte portée. En effet, ces vésicules vont libérer un contenu très concentré de manière très locale et très proche, ce qui va permettre aux myxobactéries non seulement de dégrader leur proie, mais également d'être suffisamment proches pour que 1. Elle récupère les nutriments, et 2. Ce n'est pas une autre population qui va récupérer ces nutriments. En plus de ça, ces vésicules vont avoir pour rôle de transmettre des informations aux Myxococcus qui sont aux alentours, qui font partie de la même colonie. Oh merde, je me suis gouré. Je leur ai dit d'aller se faire mettre. Bref, ça va être un travail de groupe. Notamment, on va avoir des protéines appelées TRA, telles que TRA et TRAB, qui sont impliquées dans ce mécanisme de communication. Elles vont former des structures TRA-TRA, et donc permettre une communication plus facile entre les différents Myxococcus. C'est le TRA-TRA quotidien. Tu as développé Tratra juste pour cette blague, c'est ça? Ainsi, le cycle de vie de Myxococcus est dirigé vers le travail de groupe, tel que le corps fruitier ou la nage synchronisée. Pas celle-là, mais presque. On sait notamment que la croissance de Myxococcus dans un milieu liquide dépend de la densité cellulaire, notamment de proies dans ce milieu liquide. On a également vu que dans une population de Myxococcus, on a des organismes qui vont agir simplement dans le but de nourrir l'essaim, pas de se développer eux-mêmes, mais de développer la population. En bref, Myxococcus est une bactérie extrêmement sociale pour une bactérie, même plus sociale que beaucoup de gens, avec une activité qui tourne autour de la coopération, du développement de la colonie et de l'assimilation de biomasse.
Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait une espèce de petite intro où je vous présente ce qu'on va voir dans les prochains épisodes. Plus en détail, et là on a juste effleuré un peu la surface. Ne vous en faites pas parce qu'on a 3 épisodes qui arrivent sur Mixococcus, qui va détailler ce dont j'ai parlé juste avant. Ça c'était un peu l'amuse-bouche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça me fait très plaisir, ça fait progresser la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos, plus de microbes. Mais en fait, t'es quoi, toi? Je suis l'agent de la fièvre typhoïde, le porteur de mort, la fin des empires, le fléau de votre peuple. Je suis la mort et la pestilence. Je suis la faim. Je vais t'appeler Tiffy. Dans le dernier épisode, on a parlé de Mixococcus, des bactéries très sociales qui se développent en essaim, qui crachent de l'acide, assimilent de la biomasse, et on a encore beaucoup de choses à dire dessus. Bref, cette petite bête qui bosse en groupe, elle a beaucoup de secrets à nous révéler, et aujourd'hui on va en voir une partie. Pour ce qui est de la nage synchronisée, Mixococcus utilise la voie métabolique FRZ. Ne vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça. Comment on a fait pour savoir? C'est très simple. On a défoncé le gène FRZ, on l'a démonté. Alors on déguste un vieille merde! Et une fois qu'on a détruit les gènes de ce point, on a remarqué que Mixococcus, nageait beaucoup moins bien maintenant. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Non, elle nageait. Bref, on s'est donc dit, si quand ce gène ne marche pas, elle ne nage pas, c'est que ça doit être lié. Ce mécanisme est également essentiel pour la prédation, parce qu'il va servir notamment pour la synchronisation de Myxobactéries lorsqu'elle va traquer sa proie. Donc on va avoir tous les seins qui va être coordonné grâce à ce gène. Il va donner cette espèce de nage en ondulation caractéristique lors de l'attaque. Parce que oui, quand Myxobactère attaque, la colonie ondule. Un peu comme on jette un caillou dans une mare d'eau, ça ondule. Là c'est pareil. Non seulement ce mécanisme va aider pour la chasse, mais également la colonisation et l'expansion de la colonie. Si vous voulez une image de ce processus, pensez à des trucs qui rament, comme les vikings qui vont ramer tous ensemble de manière synchronisée, et ça donne un peu ça. Et j'ai dit un peu, c'est une image. Le fait d'être synchronisé à ce point permet aux prédateurs, qu'une fois qu'ils ont trouvé une proie, de ne pas aller trop loin dans d'autres directions, et justement de se regrouper autour de cette proie. Ça permet d'être plus efficace, ce qui est un peu le but du travail de groupe à la base. Parce que ces bactéries, elles s'orientent par chimiotactisme, en plus de cette synchronicité. Et oui, le chimiotactisme, on en parlera un jour. Tout vous sera révélé. Mais bref, le chimiotactisme, c'est le flair des bactéries. Elle va donc renifler la piste, trouver sa proie, et dire à ses copains « Maintenant, la table !» Enfin bon, quand je dis elle va nager, ne vous imaginez pas non plus que ça va être de la nage de haute volée, Ça va se diriger par là, en zigzag, plus ou moins, un peu comme vous, étudiants à Brest, un vendredi matin, après une soirée un peu trop arrosée. Ouais, c'est du vécu, oui. Et du QV aussi. Et pour ça, elle a 2 systèmes de mobilité qu'on a évoqués dans l'épisode juste avant. La mobilité type A pour aventureuse, lorsqu'elle va aller se balader toute seule dans son coin, qui est un ensemble de mécanismes incluant sa membrane qui vont lui permettre de ramper. Et un autre mécanisme, appelé système S pour social, où Mixococcus va faire appel à ses piliers de type 4 pour communiquer à tous ses copains aux alentours qu'il faut aller dans une direction. C'est pour ça que ça s'appelle social. Il se déplace entre pas. Et ces 2 mécanismes vont être utilisés tour à tour pour la prédation et la colonisation. Une fois une proie détectée, Mixococcus va arrêter sa nage, voire peut-être faire une petite marche arrière, et on va détailler ça. Tranquille, on n'est pas des zinzins, c'est de la vulgarisation. La mobilité de type A va surtout servir pour les cellules au bord de l'essaim, qui vont elles partir un peu en éclaireur pour justement repérer différentes proies. Et lorsqu'elles vont se balader et changer de direction, elles vont laisser derrière une traînée de messagers chimiques qui vont aider le reste de l'essaim justement à la suivre et à voir ce qui se passe. Il y a 2 mécanismes dans le système de mobilité de type A. Le premier mécanisme est similaire à un système de rotor qui va utiliser un flux de protons, des atomes d'hydrogène chargés positivement, et qui vont utiliser ces protons comme source d'énergie pour justement propulser la cellule. Tout ça va se reposer sur la structure de la membrane et du cytosquelette de la bactérie. Le second mécanisme, lui, est appelé l'adhésion focale, dans lequel un réseau protéique va s'attacher et va permettre à la bactérie de se hisser sur un substrat. Elle va ramper en fait. On a un système à rotor qui va la propulser et un système d'adhésion qui va lui permettre de ramper. La matrice extracellulaire est capitale dans la mobilité de type A. La matrice extracellulaire, c'est ce qui va être sécrété par Mixococcus. Un espèce de mélange visqueux et collant de protéines, d'ADN, de matière organique et de sucre. Bref, un peu dégueu,
Un peu gluant, mais appétissant. Et c'est grâce à cette substance laissée par les myxobactères qui vont aller en éclaireur que le reste de la colonie va les suivre et justement progresser, avec cette forme de vaguelette caractéristique qu'on a décrit un petit peu plus tôt. La mobilité de type S, elle, est caractéristique d'un essaim. Je l'ai dit un peu plus tôt, mais S c'est pour social. Donc vous vous doutez qu'il y a un petit travail de groupe derrière. Et ce mécanisme, il s'auto-entretient parce qu'il est stimulé par la présence de cellules aux alentours. Les composants extracellulaires qui permettent la motilité de type S sont des structures qu'on a déjà un peu abordées avant. Ce sont des pili, des polysaccharides, des sucres, des fibrilles, mais également la matrice extracellulaire elle-même. Les fibrilles, ce sont des structures épaisses, constituées d'exopolysaccharides, on appelle aussi EPS. Ouais, un peu comme au lycée, mais sans le prof de sport qui fume. Ces fibrilles vont former une maille entre cellules et leur permettre de se coordonner. Les EPS ont également une capacité lubrifiante pour faciliter les déplacements de la colonie qui va donc glisser sur cette EPS. Mais également servir de messager chimique. Ainsi, quand la bactérie va la détecter, non seulement elle va se déplacer plus facilement, mais elle va également savoir dans quelle direction se déplacer. Habile. À tel point que la coordination non seulement permet la nage de la bactérie, mais également leur arrêt ou leur nage en marche arrière. Coordination, elle est mise notamment en avant lors de la formation du corps fruitier, où les cellules vont nager en marche arrière pour se regrouper au même endroit. C'est la détection de débris cellulaires ou de proies qui va justement entraîner ce mécanisme d'essaim. Lorsqu'il va y avoir détection de quelque chose de caractéristique, le caractéristique d'une proie, Myxococcus va justement s'organiser en petites vagues. En gros, quand elle voit un bout de bactérie, elle se dit C'est une toute beauté. c'est une référence, ça. Ah bah oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu penses que je fasse tout le long de la journée à t'attendre sur ton bureau? Alors, on parle de synchronicité, mais on peut également parler de production, parce que Myxococcus code pour tout un tas de métabolites très intéressants, notamment des antibiotiques ou des pigments. C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte kiwi. Notamment, ces antibiotiques sont importants pour le développement de Myxococcus lors de la culture avec des cultures pures de proies. Même si ces antibiotiques semblent faciliter justement la prédation plutôt que l'enclencher. Ça va filer un coup de main, mais techniquement, Myxobacter peut se débrouiller sans. Myxococcus sécrète également un bactéricide, une molécule qui va cibler les bactéries. Notamment, ça va inhiber la maturation des lipoprotéines, ce qui va à terme entraîner la fusion entre la membrane et le cytosquelette de la cellule. C'est un peu comme si vos os fusionnaient avec votre peau. Oui, c'est dégueulasse. Et je vous laisse un peu imaginer le résultat. Notamment, ces antibiotiques, dont on a parlé un peu avant, ils vont surtout servir à inhiber le métabolisme de ces proies, ce qui va les empêcher de se développer, et donc d'accaparer les ressources qu'il y a dans l'environnement. Et vous me dites, mais comment toutes ces molécules sont-elles synthétisées? Peut-être que vous le dites pas, mais je vais vous le dire quand même. Enfin, brièvement, toutes ces synthèses dépendent de facteurs de transcription, notamment le facteur sigma 54, qui est quelque chose de tellement important qu'il mérite plusieurs épisodes à lui seul, mais pas aujourd'hui. Mais sachez que la transcription de ce facteur va coordonner le métabolisme ainsi que la prédation. C'est donc un truc vachement important. Le fait que Myxococcus produise des antibiotiques, c'est quelque chose dont on a connaissance depuis un petit bout de temps quand même. C'est pas nouveau. En plus de sécrétion d'enzymes dites protéolytiques, c'est-à-dire qui sont capables de lyser les protéines. Alors c'est vachement utile parce que les composants du cytosquelette sont notamment des protéines. C'est-à-dire que Myxococcus va dissoudre littéralement les os de ses proies, ou les faire fusionner avec la membrane plasmique. Bref, quand vous êtes une proie, c'est pas une vie facile. Mais elle est très courte, mais elle finit horriblement. Alors vous vous en doutez, s'il y a sécrétion, il y a notamment contrôle, parce que si Myxococcus sécrète tout et n'importe quoi à tout va, elle va s'épuiser et mourir. Mais oui, c'est clair. Elle va pour ça utiliser différents types de sécrétions qui seront utilisés par d'autres bactéries, notamment des pathogènes, en plus de sécréter tout ça par un système de vésicules. Oui, Myxococcus est polyvalente. Vésicules dont j'ai un petit peu parlé au début. Notamment, ces vésicules, elles vont arriver à leur destination, c'est-à-dire leur proie, en fusionnant avec leur membrane, et donc délivrer le paquet. Voilà monsieur, merci bien. Bonne journée. Qui est à l'intérieur, c'est-à-dire un mix d'enzymes qui vont les dissoudre directement à l'intérieur de la cellule, passant complètement toutes les barrières de leur proie. Et ça c'est vachement pratique, parce qu'en formant des vésicules, on va concentrer localement l'enzyme, et on va surtout le délivrer de manière très précise, mais également très locale, à courte portée. C'est-à-dire que Myxococcus ne va pas envoyer des enzymes qui ont été sécrétées, donc à un coût énergétique fort, à l'autre bout de la galaxie, pour pas les récupérer, et en faire profiter une autre population de bactéries. Au contraire, ça va permettre justement à Myxobacter de boulotter localement des bactéries qui se trouvent à côté, sans avoir peur de trop de compétition. Les vésicules de Myxococcus diffèrent de sa membrane, ce qui montre à quel point c'est un processus complexe et régulier. On a donc vu que Myxococcus est un petit micro-organisme avec énormément de potentiel. Un petit bijou de travail d'équipe avec énormément de régulation derrière.
Dans l'épisode précédent, on a vu Myxococcus, des micro-organismes qui se déplacent en des micro-organismes qui se déplacent en groupe. Mais aujourd'hui, on va voir justement un peu comment ils vivent en groupe, et aussi un petit peu comment leurs proies survivent à leur chasse. Enfin, essaye, parce que ça se passe pas toujours bien. Alors on l'a vu, mais Myxococcus synthétise plein de trucs. Et quand il y a synthèse, il y a régulation, parce que ça coûte énormément d'énergie. Et pour ne pas s'épuiser à faire tout et n'importe quoi pour rien, mais ça demande énormément de régulation. Notamment la production d'enzymes qui est extrêmement régulée. Par exemple, il y a une équipe de chercheurs qui s'est rendu compte que, grâce au transcriptome, la production d'enzymes est modifiée en présence d'Escherichia coli. Non, c'est... Alors ça peut paraître bête comme ça, mais si on n'a pas prouvé quelque chose, même si ça paraît instinctif, vaut mieux chercher. Cependant, la même équipe s'est rendu compte que ce mécanisme de production est également activé lorsqu'il y a présence de l'ISA d'Escherichia coli. En gros, lorsqu'il y a des morceaux de cellules mortes. Myxococcus semble donc reconnaître des morceaux de cellules plutôt que des cellules en elles-mêmes. C'est de toute beauté. Pour illustrer à quel point c'est complexe, posez-vous cette question. On a un mécanisme de régulation qui entre en jeu avec une synthèse activée. Mais qu'est-ce qui va l'activer? Est-ce que c'est la cellule? Est-ce que c'est un morceau de cellule? Est-ce que c'est un mécanisme chimique? Est-ce que c'est une molécule en particulier? Bref, il y a tout un tas de possibilités, tout un tas de casse-têtes aussi. Bon, apparemment, c'est la libération de morceaux de cellules dans l'environnement. Mais bon, il y a tout un tas de facteurs. Notamment la modification de la nage ou la détection de la proie. Mais de proie vivante, pas de proie morte. C'est ça aussi, ça rentre en compte. Du coup, tu allais faire une blague sur les facteurs, c'est ça? J'allais le faire, mais là, le timing, Tiffy, le timing. Cependant, ça sous-entend que Myxococcus est capable de faire une différence entre proie morte et proie vivante. Ça aussi, ça induit d'autres questions. Notamment, Myxococcus est capable de différencier une population de Myxococcus d'une autre. Par exemple, là, je vous parle en général de Myxococcus xanthus, mais il y a d'autres Myxococcus. Et elle est capable de les reconnaître, pour justement les défoncer, que elle n'aime pas la compétition, Myxococcus. Et il y a beaucoup de compétition chez les bactéries. Notamment avec la molécule TRA-A, dont j'ai parlé dans le premier épisode sur Myxococcus, qui va un peu pendouiller au gré du vent, et qui change un peu en fonction de telle ou telle population de Myxococcus. Un mécanisme de reconnaissance de fou. Ce qui n'est ni plus ni moins que du délit de sale gueule. Alors vous le savez, les antibiotiques c'est pas automatique. Mais pour beaucoup de micro-organismes, c'est un peu le standard pour se défendre d'autres micro-organismes et 2 coloniser un environnement. Il n'y a pas que ça. Par exemple, Bacillus subtilis produit des biofilms pour se protéger des antibiotiques. Un biofilm, c'est un peu comme une espèce de morve. Et oui, on va voir ça. Bientôt. C'est déjà écrit. Il y a 3 épisodes. Abonnez-vous. Alors que d'autres micro-organismes utilisent des spores, ce qui leur permet de se protéger des attaques de Myxococcus. Ce mécanisme, ça n'empêche pas Myxococcus de bouffer la population, mais ça empêche de dévorer la spore, ce qui permet justement à la spore, une fois Myxococcus passé, de se développer, voire même de développer des populations résistantes à Myxococcus. Chez Escherichia coli aussi, on voit apparaître la mutation de cellules qui vont justement aller vers une évolution pour se défendre contre Myxococcus. On voit ça notamment en labo, où justement les myxobactéries vont sélectionner des souches qui sont sensibles à elles, et donc permettre le développement de souches résistantes. Par conséquent, on a des populations cibles qui vont développer des mécanismes de résistance, pendant que Myxococcus va, elle, boulotter les organismes sensibles de cette population, favorisant l'émergence de résistance. Non, c'est... Le grand cycle de la vie. Alors je vous l'ai dit et je vous l'ai répété, et je vais vous le répéter encore, mais c'est vrai que le mode de vie de Myxococcus est axé sur la coopération. C'est un microbe social, notamment par la coordination et la nage synchronisée, ou la formation du corps fruitier. Permet justement à la population de Myxococcus de survivre en cas de coup dur. Il a notamment été observé que Myxococcus, son comportement de prédation, il dépend de la densité cellulaire, et il est issu d'un mécanisme collectif. Bref, on va synchroniser la production d'enzymes pour dissoudre de plus en plus de proies, créant de plus en plus de nutriments pour créer de plus en plus de cellules qui vont créer de plus en plus d'enzymes. Bref, vous avez l'idée. Et il y a eu notamment tout un tas de recherches faites pour savoir si Myxococcus était efficace aussi toute seule. Et non. Enfin, ça fonctionne, mais pas tellement. Par exemple, Myxococcus peut tuer des cellules telles que Escherichia coli, mais n'est pas assez efficace par elle-même pour justement dégrader cette cellule. Ça veut dire qu'elle va tuer sa proie, mais elle ne va pas pouvoir être capable de la manger, ce qui est un peu gênant. C'est pour ça notamment que la plupart des chercheurs mettent l'accent sur le travail en groupe, en coordination, en meute de Myxococcus, et donc fait la comparaison entre Myxococcus et une meute de loups. Même si les gens essayent un peu de recentrer ça sur la production d'enzymes lytiques, c'est-à-dire cracher de l'acide, ce que très peu de loups font.
En tout cas à ma connaissance. Alors, si vous connaissez des loups qui crachent de l'acide, mettez-le en commentaire. Hein. Mais vous avez quand même de drôles d'animaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que la capacité de Mixococcus à digérer ses proies va dépendre du milieu. Par exemple, en milieu liquide, elle est incapable de digérer ses proies par elle-même. Oh merde! Oh, c'est con ça! Mais pas en milieu solide, en boîte de pétri. Vous voyez qu'il y a donc une importance du milieu. Un autre aspect important et un peu curieux, c'est que quand on détruit le gène de sécrétion du polysaccharide, ce qui va donc empêcher la synchronicité et la coordination des essaims de Mixococcus, on va avoir une prédation beaucoup plus développée chez les Mixococcus qui sont à l'état toutes seules, qui sont esselés. On a donc ici un bel exemple de coopération multicellulaire entre organismes qui sont à la base monocellulaires. Des organismes qui peuvent se coordonner, communiquer et s'attaquer à des proies sans pour autant s'attaquer eux-mêmes ou attaquer leur propre groupe. Et ceci se fait donc par la mise en jeu des systèmes A et S qu'on a vu juste avant. Système A pour aventure, parce que les microbes partent pour une aventure. Et S pour social, parce que les microbes se déplacent en troupeau. Ils se déplacent en troupeau. Une fois le contact fait avec la proie, le mécanisme de production d'enzymes va commencer à liser la bactérie et dans le même temps va entraîner le mécanisme de déplacement en vaguelette, coordonnant ainsi tous les sens. Je sais, je l'ai déjà dit avant, mais déjà peut-être que vous n'avez pas vu les 2 épisodes précédents, et de 2, c'est toujours bon de le rappeler, que tout ça arrive en même temps. Petite stratégie fourbe, lorsque les essaims de Mixococcus entrent en contact avec une colonie, une partie de cette population de Mixococcus va pénétrer dans la colonie pour y sécréter l'enzyme à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie de la colonie qui va être encerclée, ainsi qu'une autre partie de la colonie qui va se faire digérer de l'intérieur. C'est un peu dégueu. Mais cette stratégie d'attaque semble dépendre de la nature de la proie. Par exemple, chez Cynorhizobium mellioli, et j'espère que je l'ai bien prononcé, la tactique de prédation de Mixococcus va dépendre. Elle va faire varier sa tactique avec une production plus ou moins développée d'exopolysaccharides ou d'EPS. Par exemple avec une des stratégies qui va être la pénétration par les seins de la colonie de la proie, sans pour autant essayer de l'encercler, juste essayer d'être à l'intérieur. Tandis qu'un autre système de prédation a été observé où c'est quelque chose de plus classique, en encerclant la proie et en justement en libérant le plus d'enzymes possible. Tout ça pour dire que ces 2 techniques vont justement contribuer au développement de l'essaim par l'assimilation de biomasse et la sécrétion d'enzymes. Il y a des gens qui pensaient que ça correspondait à une meute de loups. Toutes ces sécrétions, c'est-à-dire d'enzymes, de bactériolytiques et d'antibiotiques, vont contribuer au développement de Mixococcus et à l'assimilation de ses proies, en rendant ses proies en une soupe biologique. Pour essayer de récupérer les nutriments derrière. J'espère que j'ai été clair, parce que mine de rien, on vient d'abattre un 3e épisode sur Mixococcus. J'ai essayé un peu de me centrer sur les proies, les possibilités qu'il y avait entre les proies et Mixococcus. L'épisode d'avant était plus centré sur le travail de groupe. En plus de tous les mécanismes dont on a abordé au cours des 3 précédents épisodes, il y a tout un tas de choses dont on doit parler aujourd'hui, de manière pas trop compliquée quand même. On n'est pas des bêtes. Ça va? Tu te la coules douce sur mon bureau, puis je vois que t'as commencé à squatter un peu. T'entends pas beaucoup d'un coup, hein. Quand il n'y a plus de quoi se mettre sous la dent, Mixococcus va former un corps fruitier, une espèce de champignon, si vous préférez. Il va passer d'une forme de cellule bâtonnée à une forme sphérique. Ce corps fruitier va produire des spores qui sont résistants à la dessiccation et au stress environnemental en général. Et une fois que de meilleures conditions feront leur apparition, ce corps fruitier va éclore et libérer les spores dans l'environnement, qui vont pouvoir se développer, donner lieu à de nouvelles Mixococcus et pouvoir défoncer tout ce qu'il y a dans l'environnement. Cruauté, réveille-toi. Un peu comme ça, oui. Et bien justement aujourd'hui, parlons un peu de comment il se forme ce corps fruitier. « 4 à 6 heures après famine, on voit déjà les premières étapes du développement de cet organe. Oui, je vais dire organe parce que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Et on va voir justement des cellules s'agréger au niveau d'un centre d'agrégation. Plusieurs de ces centres d'agrégation vont se désagréger ou fusionner entre eux pour former une structure beaucoup plus grosse. Puis, entre 6 et 12 heures après justement le début de cette famine, on va voir plusieurs mécanismes qui vont se mettre en place et qui vont être plus ou moins visibles. Notamment la formation de gros corps lipidiques à l'intérieur des cellules, ce qui est la traduction de formation de bulles de gaz, le début de la formogenèse, c'est-à-dire la formation de cellules qui vont avoir une forme de rond et plus de bâtonnets, comme je l'en ai parlé un peu avant, et la formation de spores. Des structures cellulaires qui sont un peu des œufs
avec plusieurs couches, comme les oignons. Ils ont des couches! Et qui vont permettre aux cellules de résister au passage du temps. Et puis cette agrégation forme un petit monticule qui au bout de 24 heures va donner des corps fruitiers, des structures qui vont contenir des centaines de milliers de cellules densément paquées entre eux et qui vont justement former cette espèce d'énorme organe. Enfin énorme. Comme ma bite. Pour une bactérie. La maturation de ces spores, elle va prendre du temps. Elle va être terminée dans les 72 heures après le début de la famine. Combien? C'est-à-dire que le corps fruitier sera fini avant que les spores ne soient prêtes. Et tout ça va être lié entre autres par la matrice extracellulaire, ce qui fait que lorsque tout va se mettre à germer, on aura quand même un ensemble cohérent de cellules qui seront prêtes à devenir un essaim. Quelque chose de notable chez Myxococcus, c'est la formation de différentes sous-classes ou sous-groupes de bactéries à l'intérieur des essaims, qu'on peut un peu identifier à des groupes ou des castes chez les insectes, comme chez les fourmis par exemple. Attention, c'est pas exactement la même chose, mais on peut essayer de le comparer à ça. Et donc on va avoir des groupes de bactéries dans ces essaims qui vont avoir plusieurs rôles, ou des rôles différents. Un des facteurs de complexité du groupe, c'est notamment le nombre de cellules. En effet, plus il y a de cellules, et plus il y aura de sous-groupes différents, et plus cet essaim aura plus de complexité. En général, on décrit 3 sous-populations de Myxococcus xanthus. La première, ça va être la plus simple, c'est celle qui représente à peu près 10% de la population, va être constituée de spores, et qui sont justement produits dans les organes de fructification, qui vont résister à différents stress, et qui vont être ici pour faire perdurer la colonie ou même le groupe de micro-organismes. Le second groupe de Myxococcus que l'on va retrouver pendant la formation de ce corps fruitier va justement être un groupe un peu périphérique, un groupe qui représente 30% et qui va être composé de cellules en bâtonnets et qui vont rester à l'extérieur de la fructification. Les cellules restantes, donc lors de la formation de ce corps fruitier, vont représenter 60% et ne vont avoir pour but que de mourir pour fournir plus de nutriments au reste de la colonie lors de la formation de ce corps et permettre ainsi à la colonie de résister sans avoir besoin de libérer des spores. Lorsqu'il y a formation de spores, il y a tout un remodelage cellulaire qui entre en jeu. Remodelage cellulaire qu'on verra lorsque l'on parlera exclusivement de spores chez les bactéries. Il va donc falloir s'abonner pour ne pas louper cet épisode, ou ces épisodes, parce qu'il y en aura sûrement plusieurs. Mais dans le cas de Myxococcus xanthus, on va voir que la cellule va être reprogrammée pour passer d'un mode bien beaucoup plus actif, producteur d'enzymes, à une cellule qui va être beaucoup plus passif, semblable à un œuf, qui va être justement ce spore. La formation du corps fruitier va sauvegarder exclusivement un seul groupe de Myxococcus, c'est-à-dire qu'il y a un système d'exclusion à l'intérieur de la colonie, ce qui montre qu'il y a encore un peu de délit de sale gueule à l'intérieur de cette colonie. Espèce de paquet de merde, t'as une chienne gueule de vermine! Un petit détail un peu rigolo, c'est que de nombreuses recherches ont pointé du doigt qu'il y a une population de Myxococcus à l'intérieur de chaque colonie qui ne fout rien. En effet, en plus de ne pas participer à la formation du corps fruitier, elle va juste agréger des ressources pour elle et se développer sans pour autant contribuer à l'essor de la colonie. Paisible. À la fraîche. Ce comportement, en plus de pas être très cool, va mettre en danger la colonie, puisqu'il va priver la colonie de nutriments nécessaires pour son développement, ou au moins pour le développement du corps fruitier, et il va juste voir une bande de petites cellules faire leur vie dans leur coin. Ça, c'est pas cool. Du coup, on a une toute petite partie de la population qui se goinfre sur le dos de la majorité. Je parle bien entendu de bactéries, hein. Oui, bien sûr. Aussi. Néanmoins, à l'intérieur de chaque population de Myxococcus, il y a des mécanismes pour repérer ces petits profiteurs, et leur faire leur fête. Alors on déguste un vieille merde! Notamment, il y a un système de communication qui induit un système de sécrétion et d'échange lors justement de la colonisation et du développement de cette colonie et du développement du corps fruitier, ce qui va permettre de reconnaître les organismes les moins productifs. Un autre mécanisme est la production de bactériocines, qui va permettre justement de tuer d'autres bactéries lorsqu'elles vont se rapprocher du corps fruitier. Parce qu'il y a énormément de morts cellulaires, il y a donc énormément de nutriments, qui va donc attirer énormément de bactéries. Et comme Myxococcus xanthus ne bosse pas pour rien, elle va justement produire des bactériocines pour inhiber ces bactéries. Un des mécanismes fondamentaux que j'ai un peu évoqué, c'est la chimiotaxie, la capacité pour une bactérie de suivre une piste. Et Myxobacter, elle fait ça très très bien. La chimiotaxie, c'est donc la capacité pour une bactérie de remonter une trace de molécules chimiques, qui n'est ni plus ni moins la façon qu'une bactérie a de flairer une piste. Ça sent un petit peu la merde, hein, quand même, hein? Le mécanisme de chimiotactisme a été avancé par la détection d'acides gras qui vont permettre à Myxococcus de reconnaître les siens et donc de favoriser telle ou telle population de bactéries pour la formation du corps fruitier.
En conclusion, Myxococcus est une bactérie extrêmement sociale, qui travaille en coordination, qui maximise l'utilisation des ressources, et tout ça dans un seul but, la prolifération de la colonie. On a vu de nombreux comportements coopératifs tels que la prédation, la mobilité A et même la mobilité S, et tout ça dans un seul but, c'est de faire évoluer justement cette population, cet essaim de bactéries. On a vu que énormément de facteurs rentrent en jeu dans la coordination de la nage et de la prédation, notamment ces systèmes de mobilité, mais également la matrice extracellulaire, les fameux exopolysaccharides, les trucs morveux dégueux qui collent, qui va permettre aux cellules de rester en contact physiquement, mais également faciliter la transmission de messagers, par un système de vésicules et de tubules. Tout cela va faire que les cellules vont rester à proximité, étant capables de communiquer, de se synchroniser, mais également de digérer des proies qui vont justement libérer des nutriments, et ces nutriments vont être faciles d'accès pour les cellules qui seront donc juste à côté, ça tombe bien. Et tout ça, toutes ces fonctions sont un mécanisme multicellulaire, qui sont médiés par tout un tas de médiateurs. Un médiateur qui médie. J'ai de l'inspiration pour les textes. Toutes ces activités sous-entendent un mécanisme de régulation. Régulation de synthèse, mais également régulation de la reconnaissance. Parce qu'on ne veut pas que Myxococcus bouffe ses petits copains. Ça ne se fait pas. Ne faites pas ça chez vous. Et ce micro-organisme social est un peu fou, et j'espère que vous avez découvert avec cette série de vidéos. Il a été découvert il y a 70 ans. Et il y a encore énormément de mécanismes et de questions posées à l'encontre de comment ce micro-organisme fait pour faire telle ou telle action. Même s'il reste beaucoup de questions, parce que c'est un mécanisme qui reste relativement peu étudié comparé à d'autres, comme les bdellovibrios, qu'on a vu dans le premier épisode sur les prédateurs. Mais c'est un micro-organisme fascinant, un micro-organisme qui communique, qui peut vivre à l'état multicellulaire. Je sais que dans les commentaires, une fois on m'a demandé s'il y avait des micro-organismes qui vivaient à l'état multicellulaire. Et bien voilà, une bactérie multicellulaire facultative. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Myxococcus et c'est tout pour les prédateurs. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et cette série. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos, plus de microbes et moins de prédateurs.